Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode sur le jeu l'Amerzone. Je suis super contente parce que c'est un jeu, j'ai connu sa première version, parce que ce jeu est assez vieux. Là donc c'est un remaster, si j'ai bien compris, du jeu. Je suis vraiment trop contente. Je me souviens vraiment très très peu du jeu. Je l'avais terminé à l'époque, mais c'était il y a des années. Voilà, je suis vraiment curieuse de le réexplorer et en plus sous une version vraiment moderne visuellement. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'il y aurait des options à régler? Je trouve la musique forte, mais je sais pas si c'est que dans le menu. Français plus sous-titres, pourquoi pas. Pour la taille, on verra. Les contrôles... Je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour les contrôles. Donc ça devrait le faire. Commençons. Alors, la difficulté. Voyage. Vous souhaitez profiter de l'ambiance et de l'histoire avec un niveau de difficulté des énigmes modérées. Vous trouverez davantage de documents et d'indications pour progresser au sein des différentes destinations de votre voyage. Les indices que vous pourrez débloquer depuis votre journal seront plus précis. Vous bloquerez plus souvent et devrez davantage explorer et tâtonner pour résoudre les énigmes. Écoutez, me connaissant, moi je vais prendre voyage. Et on verra. Si je trouve que c'est trop facile et que je m'ennuie, je mettrai plus dur. Paris Langrevin. À la mémoire de Benoît Socal. Donc c'est le créateur du jeu, hein. Il me semble. Donc autorisation sûrement des membres de sa famille. Ah. C'est vous le journaliste, pas vrai? Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Le professeur a dû la lire. Et il en a reçu une autre ce matin. Je l'ai déposée dans sa boîte. C'est une lettre du muséum. Les lettres du muséum, c'est jamais de bonnes nouvelles. D'ailleurs, vous pourriez la lui monter. Il a du mal à se déplacer, vous savez. C'est un vieux monsieur. Vous voyez le topo. Si vous voulez mon avis, il devrait voir un docteur. Enfin, moi, ce que j'en dis... Oh, regardez, quelque chose est tombé de votre sac, on dirait. Bon, bonne journée à vous. Donc, utilise la souris pour déplacer le regard. Le professeur Alexandre Valenbois. Il t'attend dans sa tanière en Bretagne. Malgré sa réputation sulfureuse, c'est le seul expert de l'Amerzone, un tant soit peu connu, et il faut absolument qu'on remplisse les dernières pages du numéro spécial depuis que Camille nous a fait faux bond. Valenbois semble avoir apprécié vos échanges.
Obtiens ce que tu pourras de lui en tête-à-tête et rentre tout de suite à Paris. La compta refuse de couvrir des frais d'hôtel pour ce reportage. Emma Fitzgerald, rédactrice en chef Mondial Magazine. D'accord. C'est tellement un plaisir. Alors, déplacement. Cliquez sur l'icône, permet de vous déplacer en double cliquant. Les déplacements peuvent être passés automatiquement. Ok. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous là qui regarderont mes vidéos et qui ont joué au jeu, donc la première version du jeu, mais ça fait trop plaisir. Je me rappelle vraiment presque de rien. Ça, je m'en rappelle, je crois. Placez votre curseur sur les bords de l'écran pour décaler légèrement le regard. D'accord, donc on peut rien faire de plus. C'est la presqu'île de Langrevin. Ah oui, donc en fait c'est ça. Là, on est à Langrevin et on cherche à aller voir Monsieur Valenbois, donc qui est sûrement dans le phare là, si je comprends bien. Et on est en train de... On veut faire un reportage sur l'Amerzone. Cher ami, le vieillard que je suis se réjouit que votre rédactrice en chef se soit enfin décidée à vous envoyer pour m'interviewer en personne. Aussi plaisante qu'elle ait été, notre récente correspondance ne me permettait pas d'aborder certains sujets aussi librement que je l'aurais souhaité. Le sujet de votre numéro spécial, l'Amerzone. Vous devez savoir qu'il me tient particulièrement à cœur. Cette terre mystérieuse a été la source de mes plus grandes joies, mais aussi de ma disgrâce. Comme mes vieux amis du muséum n'auront pas manqué de vous le raconter. Mais qu'importe leur colibet. Je sais ce qu'il s'est vraiment produit là-bas dans les années 30, lorsque mes compagnons et moi-même nous sommes aventurés dans cette contrée sauvage. Le curseur indique que vous pouvez déplacer le regard pendant certaines séquences cinématiques. Nous avons causé du tort. Tort que je suis déterminé à réparer aujourd'hui. Mais j'ai besoin de votre aide. Pas seulement pour faire connaître à tous ma version de ce qui s'est passé, mais aussi peut-être pour davantage. Le temps presse, hélas. Alors, bonne route, mon ami. Je me réjouis de vous accueillir dans mon humble demeure. Signé, le professeur Alexandre Valenbois. Ok, alors je constate juste qu'il y a des petits lags. Donc est-ce que... En fait, il y a des trucs, j'avoue que je sais pas trop. Je suis pas très forte en... Est-ce que... Adoucit les contours. Ah, on peut peut-être retirer ça. Appliquer. Ouais. Peut-être juste en retirant ça, du coup. Ça ira mieux. On va voir. Alors, vous avez le contrôle direct de la plupart des éléments mécaniques à utiliser dans les environnements. Pour cela, lorsque l'icône de la main est affichée, maintenez le clic gauche et déplacez la souris dans la direction indiquée. D'accord.
Observer les objets sous toutes les coutures vous permettra de trouver des informations utiles et même parfois des actions spécifiques. Maintenez le clic gauche pour faire tourner l'objet, puis déplacez le curseur avec votre souris jusqu'à changer son apparence. Donc la loupe, c'est une information utile et le curseur permet d'effectuer une action spécifique. D'accord. Alors, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle Jardin des Plantes Paris, donc à l'attention de Monsieur Alexandre Valenbois. Et je pense qu'on peut l'ouvrir. Alors, Monsieur Valenbois, nous avons examiné avec la plus grande attention votre nouveau projet d'expédition en Amerzone et sommes au regret de ne pas pouvoir donner une suite positive à l'aide que vous sollicitez de notre part. En effet, d'une part, la conjonction actuelle ne nous permet plus de financer une exploration aussi hasardeuse. De plus, mes collègues et moi-même avons le sentiment que vous n'avez hélas toujours pas renoncé à cet empirisme fallacieux qui fut, jadis, la source d'un lourd contentieux entre vous et le muséum. Cette vénérable institution que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui garde encore en mémoire l'amère déception et les moqueries que firent naître dans le monde scientifique les résultats de votre première expédition de 1932, que nous avions eu au départ la faiblesse de cautionner. Comme mes honorables prédécesseurs le firent autrefois, je me permets de vous mettre en garde contre les dangers d'une entreprise où la fantaisie aventureuse prend le pas sur l'austère rigueur scientifique. Édouard Mulot, conservateur. Ok, donc il a fait un premier voyage en Amerzone. Il a ramené des choses qui apparemment n'étaient pas convaincantes scientifiquement. Alors, votre journal vient d'être mis à jour. Ces différents onglets contiennent tous les objets et documents ramassés, mais aussi vos objectifs, des indices progressifs pour les résoudre et de nombreuses autres informations utiles. Pensez à le consulter régulièrement. Vous pouvez l'ouvrir grâce au menu radial du clic droit, ou en utilisant un raccourci clavier dédié. Donc, là, si je fais ça, j'ai le journal, j'ai pause, j'ai fermé. D'accord. Donc là, j'ai toutes mes étapes. Et là où j'en suis, là j'ai... Ah, d'accord, j'ai le récit. Alors, 12 septembre 1998, c'est enfin arrivé. Après des mois d'attente, de sollicitations sans réponse et de relances plus ou moins désespérées, Mondial Magazine m'a enfin donné du travail, ma première pige. Donc là, on est d'accord, c'est notre journal. Hein. Et nous, on est journalistes en fait. Le magazine a besoin de renforts pour son dossier DO de fin d'année. Il sera consacré à un pays méconnu d'Amérique latine, l'Amerzone. Un voisin du Brésil dont, je l'avoue, je n'avais jamais entendu parler. Mes premières recherches n'ont rien donné pour l'instant. Je devrais essayer de dénicher un expert du sujet. Ok, 17 septembre 1998. Je sors d'un entretien avec Madame Fitzgerald, la rédactrice en chef de Mondial Magazine. Elle voudrait que je consacre ma partie du dossier sur l'Amerzone à l'un des rares, pour ne pas dire le seul, expert que j'ai pu identifier, le professeur Alexandre Valenbois. Un vieil excentrique qui vivrait apparemment reclus dans un phare de Bretagne et qui n'accepterait d'échanger que par correspondance. Madame Fitzgerald veut que je l'interroge tant que c'est encore possible. Valenbois ne rajeunit pas, et sa santé serait en train de décliner. Il est temps de sortir ma plus belle plume. Ah, c'est trop bien, là, il y a plein de choses. Donc 19 septembre, la lettre pour le professeur Valenbois est partie ce matin. Je me sens comme un gamin la veille de Noël. À défaut du Pulitzer, c'est une récompense, hein, je crois, le Pulitzer, ce papier devrait enfin me permettre de décrocher ma carte de presse. 23 septembre, l'excitation commence à se dissiper. J'ai interrogé ce matin des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle qui ont été en contact avec Alexandre Valenbois. Ils m'en ont dressé un portrait contrasté. Ils l'ont notamment accusé d'avoir falsifié les découvertes qu'il aurait effectuées, prétend-il, lors de l'expédition qu'il a menée en Amerzone dans les années 30. Ouais, donc en fait, c'est ça, c'est qu'on ne l'a pas cru. Autant dire qu'avec un client pareil, je pourrais m'estimer heureux que mon papier finisse dans un encart, en marge d'articles de confrères plus réputés. Soyons réalistes, Mondial Magazine m'a juste refilé le boulot dont aucun de ses grands reporters ne voulait. Zut. 6 octobre, 3e relance, toujours pas de réponse de Valenbois. Cette pige va me passer sous le nez. Peut-être que c'est pour le mieux.
9 octobre. Le professeur Valenbois m'a répondu. Sa lettre était plutôt laconique, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas hostile à l'idée d'échanger avec moi à propos de la Merzone. Les affaires reprennent. 14 octobre. Petit retournement de situation. Madame Fitzgerald m'a appelé ce matin. Apparemment, l'un des reporters du journal, Camille M., s'est blessé pendant un reportage au zoo, une morsure de serpent, et ne pourra donc pas livrer sa contribution au dossier sur la Merzone. Cela laisse 3 pages du numéro spécial à remplir d'urgence. Madame Fitzgerald veut que je parte dès vendredi pour la Bretagne afin de mener en catastrophe une interview fleuve du professeur Valenbois. Elle a déjà prévenu de mon arrivée. Il faut que je ramène de quoi remplir les 3 pages laissées vacantes par mon pauvre confrère. Et je n'ai que demain pour préparer mes questions. Ah oui. Ok. 16 octobre. Après un voyage interminable, me voilà enfin arrivé au pied du phare des Rochers Noirs, quelque part à la pointe de la presqu'île de Langrevin en Bretagne. C'est là que vit reclus le grand témoin de mon reportage, le professeur Alexandre Valenbois, un zoologue spécialiste de la Merzone. Tout est prêt, j'ai consciencieusement préparé notre entretien et j'ai emporté ma vieille carte de presse vierge, mon totem, pour me rappeler pourquoi j'ai accepté cette pige. Ça ne devrait prendre que quelques heures, je serai de retour à Paris ce soir. Ok, donc là on en est là dans le journal. Et là c'est, donc on a notre billet. Le billet de train que m'a fourni Mondial Magazine pour retourner à Paris, sitôt mon interview du professeur Valenbois terminée. On a, donc ça on l'a lu, et on a la lettre du muséum qu'on a lu aussi, ce que je peux lire. Ok. Moi je prends le temps, hein. Je vais profiter de ce jeu, hein, je vous le dis. Ça lag toujours. Oh j'adore. Alors, vous pourrez découvrir des éléments d'enquête. Ah d'accord. Je ne suis pas obligée d'effectuer ces enquêtes, mais les compléter vous permettra de découvrir du contenu additionnel et de creuser des aspects secondaires de l'histoire. On va le faire. Les enquêtes sont consignées dans l'onglet dédié de votre journal. Pour l'ouvrir, passez par le menu radial du clic droit ou utilisez le raccourci clavier dédié, d'accord. Donc, si je fais ça, c'est ça alors. Hein. Enquête. Depuis que Mondial Magazine m'a proposé de contribuer à son dossier spécial sur la Merzone, j'ai l'impression d'avoir levé le voile sur une affaire aux ramifications nombreuses. Je devrais enquêter sur un maximum d'entre elles pour mon reportage. Ok, trop bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ça lag toujours, ça m'embête un peu. Flou lumineux. Améliorer l'effet de brillance. Bah, en fait, on va retirer un peu les... Ça, c'est quoi? Synchroniser le taux de rafraîchissement d'image pour empêcher l'effet de déchirement. Vraiment, je vous avoue, je connais pas grand-chose. Assombrir les coins de l'écran. Imite les lentilles de caméra pour obtenir un aspect flou et irisé au bord de l'écran. Écoutez, on va retirer ça. J'espère que ça va suffire. On va voir. Sinon, on baissera les... Et c'est vrai que c'est du point and click. J'ai un peu le réflexe d'utiliser touche du clavier pour me déplacer, mais je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Alors... Ouais, j'ai toujours des petits lags, ça m'embête. C'est pas... Je sais pas, on va voir. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut carrément que je baisse? Peut-être que je baisse carrément la qualité. Hein. Qualité graphique, si je mets intermédiaire. Déplacer la réglette, mais il n'y a pas de réglette. Ah, je crois que c'était ça. Hein. Écoutez, on va faire comme ça. Alors, ah! Carte de presse. Ah oui, ça c'est des trucs que je peux utiliser, mais en fait il faut une clé là. On est d'accord.
Ok, donc là, je ne peux rien faire. Il faudrait une clé. Je cherche, je cherche. Alors, Ariane Dumont, École Tourville. Professeur Valenbois, il m'a été rapporté que vous ne souhaitiez plus animer votre atelier pédagogique l'année prochaine à la suite d'une altercation avec un parent d'élève. Pour ce que cela vaut, je pense sincèrement que vous ne devriez pas tenir compte des propos de cet individu, déjà défavorablement connu de notre équipe. Personne ne se fait de vous l'image d'un charlatan. Vous êtes un scientifique qui plus est extrêmement apprécié des élèves. J'en veux pour preuve la fascination que vos séances dédiées aux oies d'Amerzone ont exercée, année après année, sur mes élèves et leur institutrice pour ne rien cacher. Je me permets donc d'essayer, via ces quelques lignes, de vous faire revenir sur votre décision. Pour m'aider à vous convaincre, la petite Safia, celle-là même qui s'était montrée si captivée lors de votre dernier atelier, m'a demandé de vous transmettre un petit quelque chose. Je le joins à ce courrier. En plus de l'habituel formulaire d'inscription pour les intervenants pédagogiques externes. J'espère le voir revenir dûment complété comme chaque année. Bien cordialement, Ariane D. Bon, donc il est apprécié quand même. Nouvelle enquête, une seconde vie. Alors, éléments d'enquête du phare des Rochers Noirs. Donc, au retour de son expédition en Amerzone dans les années 30, le professeur Valenbois est devenu la risée du monde scientifique et s'est reclus dans son vieux phare. J'aimerais creuser davantage ce pan méconnu de sa vie professionnelle, notamment sa fin de carrière à l'éducation nationale. Trouver tous les éléments. D'accord. Mais écoutez, on va essayer de bien chercher. Hein. Et là, on a la lettre. En fait, il nous manque, du coup, là, si je comprends bien, il nous manque 3 éléments. Sur cette partie-là. Ah, enquête locale. Ma liste d'enquêtes. Waouh, on a plein de trucs. Enquête au long cours. D'accord, donc ça c'est dans cette région et ça c'est dans plusieurs régions. Oh, il y a plein de trucs. J'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre le temps. Oh non, pas de lag là, s'il vous plaît. Moi je sais plus quoi faire au bout d'un moment. Bon, là il n'y a rien. Là c'est pour monter. J'essaie de bien vérifier hein, parce que je me dis, là par exemple il nous fallait une clé, donc je sais pas si jamais il en faut peu pour louper un truc. Si jamais elle est par terre ou quoi. Bon. Vous êtes le journaliste, n'est-ce pas? Venez. Venez. La Merzone. La Merzone. Trop tard pour moi. Trop tard. C'est fini tout ça. Je ne suis plus en bonne santé, cher ami. C'est tellement triste. Mais on n'y peut rien. De toute façon, la Merzone, tout ça. Personne ne m'a jamais cru. Alors, après toutes ces années, l'œuf est toujours vivant. Vivant. Oui. Je voulais le rapporter moi-même.
Mon expédition est prête. Et tout est prévu dans les moindres détails. Mais là, je n'ai plus la force. Il faut que vous y alliez. À ma place. Rapportez l'œuf. Rapportez en Amerzone l'œuf des oiseaux blancs. Je vous en supplie. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ici même. Dans le phare. Vous devez vous rendre en bas au sous-sol. Vous devez le faire pour elle. Vous pouvez révéler l'ensemble des interactions qui vous entourent en maintenant la touche Alt. Les icônes représentées avec le symbole truc nécessitent de déplacer le regard pour être trouvées. Si je peux me permettre, drôle de façon de gérer un décès, de juste mettre un drap dessus et de ne pas du tout appeler, je sais pas, les pompiers par exemple. Bon, j'ai l'impression qu'il y a 15 000 trucs à regarder là. Et toujours là-bas, quelque part, le temple d'Envol, puis le cratère du volcan. La rédemption. Je sens qu'on ne va rien comprendre, ça va être incroyable. Bon, moi là j'ai juste compris, il y a un œuf. Il est vivant. Il faut le ramener. Voilà. Et il y a une femme. Alors... Le village Ovo-Volaos. Est-ce qu'il sera toujours là? Donc, c'est probablement... Je sais pas. C'est peut-être là qu'il faut ramener l'œuf. Valenbois, tu parles d'une surprise après tout ce temps. Recevoir ta lettre de vieille tête de mule m'a submergé de souvenirs de notre remontée de la Merzone. Toute cette folie avec ton obsession pour les oiseaux blancs. Mais le pays que tu as connu autrefois n'est plus. La Merzone. Depuis que ton copain Alvarez s'en est emparé, évoquer les vieilles légendes est interdit. J'ai perdu beaucoup d'amis, et pas seulement à cause des boissons fermentées. Beaucoup ont été écrasés sous les bottes des militaires avant même d'avoir pu prononcer les mots oiseaux blancs. Je t'avais pourtant prévenu. Tu n'aurais pas dû voler cet œuf aux Ovo-Volaos. Tu t'es maudit ce jour-là, Valenbois, et avec toi la Merzone tout entier. Et tu m'as condamné, moi aussi, à contempler chaque jour les conséquences de ta folie. Mes amis qui disparaissent les uns après les autres. Et bientôt je disparaîtrai à mon tour. Le rhum aura ma peau. Je suis mourant, Alexandre. Mais il faut que je te pardonne, comme je crois tu m'as pardonné de t'avoir abandonné ce jour-là, en pleine jungle. J'accepte donc de garder cette disquette de secours que tu m'as envoyée. Je la cacherai là où vous vous êtes rencontrés, toi et tu sais qui. Je te laisserai aussi du carburant pour ta machine infernale, comme tu me le demandais. Sois juste prévenu que je ne pourrai probablement pas t'accueillir en personne. Louis Angel. Ça me fait vraiment penser à la colonisation, en fait. Enfin, ces phénomènes où t'as des humains qui arrivent à un endroit avec voilà, des peuples installés et où en fait le fait de ramener des choses et de découvrir
certaines ressources ou quoi, ça fait que après, ça déclenche la destruction de la population locale et les effets de l'alcool aussi. Ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Alors, donc Luce Angel. Ah, il fait des dessins. Hein. Mon guide en 1933. D'accord, donc c'était son guide. Il m'a abandonné à l'époque, mais étrangement, je le crois digne de confiance. Au point de lui envoyer une disquette. La vieille cabane de Louis, sur les berges de la mer Zone. Ok. Ok. Ça donc, c'est bon, on l'a eu. Je vais être sûre de tout voir. Ça. À éviter. Ah, cette bestiole n'est pas sympa. Ça. Président de la République, palais du président, Amerzone. Alvarezopolis, le 7 septembre 98. Cher monsieur, je vous transmets les sincères salutations du président Alvarez qui, étant souffrant, ne peut vous répondre de lui-même. Il se souvient bien sûr avec émotion de vos aventures communes dans les années 30, lors de son retour au pays. Cependant, vous le comprendrez, les lois de notre pays se doivent d'être les mêmes pour tous, et les liens d'amitié que vous eûtes jadis avec notre guide suprême ne peuvent vous faire bénéficier d'aucun passe-droit. Je suis donc au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande de visa pour la mer Zone. Nous ne désirons plus que notre pays soit le terrain d'expéditions scientifiques qui seraient susceptibles d'accorder, de quelque manière que ce soit, crédit à l'existence des oiseaux blancs. Cette mythologie indienne, comme toutes ses semblables d'ailleurs, contribue à maintenir nos concitoyens de souche indigène dans un état d'esprit incompatible avec la marche triomphante que notre pays a entrepris vers le progrès et la modernité. Nous vous remercions, monsieur, de votre compréhension, colonel Garciello, attaché au secrétariat à la présidence. D'accord, donc et l'œuf, j'imagine, c'est un œuf des oiseaux blancs, en fait. Supposément. Président Antonio Alvarez, qu'es-tu devenu, mon vieil ami? La capitale d'Amerzone, Alvarezopolis, à éviter désormais. Ok. Donc il y a eu un changement politique en fait. Ça. Mission de Puebla à Merzone, 12 avril 98. Mon ami, c'est avec une grande joie teintée d'incrédulité que j'ai reçu tes nouvelles après plus de 50 années de silence. J'avais, je te l'avoue, à jamais désespéré que nos routes se croisent à nouveau. Et pour tout te dire, je pensais que tu n'étais déjà plus de ce monde. Car nous sommes hélas bien vieux aujourd'hui. Et dans mon cœur, au bonheur de te retrouver se mêle l'inquiétude de te voir à ton âge entreprendre une expédition aussi hasardeuse. Mon vieil Alexandre, je pense partager avec toi ce sentiment de culpabilité envers ce pauvre pays d'Amerzone. Nous avons commis beaucoup d'erreurs que seule notre jeunesse peut expliquer. Aujourd'hui, au soir de notre vie, nous voulons réparer les torts de notre vie et ainsi tenter d'obtenir de nos semblables ou de nous-mêmes une rédemption terrestre bien dérisoire au regard de la justice divine. Tout cela est bien humain, je te l'avoue, mais quelle folie de repartir à ton âge à travers la forêt et les marais d'Amerzone. Tu échoueras en chemin et y laisseras ta vie. Écoutez, a priori, il est actuellement décédé, donc... Et puis l'Amerzone que tu as connue n'existe plus, mon pauvre vieux. Les choses y ont changé, comme dans le reste du monde. Tu me parles des oiseaux blancs, mais j'ai fini par croire qu'ils ne planent plus que dans les vapeurs d'alcool où se perdent volontiers les quelques Indiens dénaturés que la marche inexorable du progrès a épargnés. Tu dois me trouver bien amer, Alexandre, mais si tu savais comme ce pays est devenu triste, comme si une malédiction implacable avait frappé. Alors, c'est terrible en vrai. Hein. Cependant, si tu persistes dans ta détermination de retourner en Amerzone et que, comme tu le projettes, tu comptes faire escale à la mission de Puebla, sache que tu ne retrouveras sans doute pas le compagnon de tes aventures de jeunesse, mais un pauvre vieillard édenté qui sera heureux quand même de te recevoir sous son toit. Alors nous irons, comme deux fantômes fatigués, nous asseoir au bord du fleuve, voir le soleil se coucher sur notre vie. Dieu te protège, David Makowski. Donc c'est un autre personnage. PS, j'avoue avoir été quelque peu surpris par ta demande, mais j'accepte bien volontiers de garder ta disquette de secours comme tu dis. Cela te fera une raison de plus de t'arrêter, me saluer, si d'aventure tu t'obstinais à entreprendre ce voyage déraisonnable. Donc, il a laissé des disquettes à plusieurs personnes en Amerzone, hein, de ce que je comprends. Et nous, en fait, je pense qu'on va aller chercher tout ça. Hein.
On en est où? On est là. David Makowski, d'accord, donc c'est lui. Révérend père. Ah, c'est un révérend. Toujours un ami, bon candidat pour une disquette. Ok, ouais. Il a camouflé des données. Enfin, il a mis en sécurité, je pense. Alors, le delta de la mer Zone, là où les eaux du fleuve éponyme vont se jeter dans l'océan Atlantique. Une frontière naturelle facilement accessible. Surtout après une halte sur l'île des Échoués. Encore une lettre. Alors, Val-en-Bois. Jamais je n'aurais imaginé avoir de vos nouvelles, surtout après tout ce temps. Je me souviens encore du jour où vous êtes échoué sur notre île après avoir heurté ce cachalot avec votre engin. Vous n'ignorez pauvre cachalot, vous n'ignorez sans doute pas ce qu'est devenu. Alors attends. Vous n'ignorez sans doute pas ce qu'est depuis devenu l'un de vos compagnons de route, Antonio Alvarez. Peut-être eût-il mieux valu qu'il coulât dans la lagune avec votre machine. Quoi qu'il en soit, j'accepte de prendre votre bidule, cette disquette de secours, que vous avez jointe à votre lettre. Je la conserverai dans une cache, conformément à votre demande, que je disposerai là où vous vous étiez installé à l'époque. Et vous avez raison d'être prudent, les gardes-côtes d'Amerzone semblent nerveux à l'idée qu'un étranger tel que vous essaye de violer prochainement leurs frontières. Bon vent pour votre voyage, et j'imagine à bientôt, signature illisible. PS, et cette fois, attention au cachalot. D'accord, donc c'est lui, le pêcheur que l'on a rencontré sur l'île des Échoués pendant l'expédition de 1932. Ce n'était qu'un gamin à l'époque, fiable, mais taiseux quand de mauvaise humeur, a accepté la disquette la même cachée des sbires d'Antonio. Ok. Donc on a, si j'ai bien retenu, on a 3 disquettes là qui sont cachées. Ça on l'a vu ou pas? Je suis perdue. Oui, on l'a vu. Ça, c'est un plan, c'est une carte. Un voyage qui part de France, traverse l'Atlantique jusqu'à une île et remonte le fleuve d'Amerzone, jusqu'à un volcan. Cette île entourée, Val-en-Bois, semblait vouloir y faire étape. Donc c'est l'île des Échoués là. Les silhouettes dessinées, on dirait des animaux. Voilà. Je crois qu'il n'y aura rien de plus. Bon, est-ce que on a tout vu ce qu'on pouvait voir? Je crois que oui. Alors, je regarde. Hein. Ah. Le phare des Rochers Noirs. Une représentation romantique du phare de Val-en-Bois sous la tempête. Ok. Là, c'est pour me déplacer, mais je me dis qu'il y a sûrement des choses... On peut écouter. Ah non, j'ai... Se passe-t-il quelque chose? Oui. Ok. Et on peut pas s'approcher par là, en fait. Là, je peux juste écouter. En fait, je pensais qu'on pourrait checker son bureau, non? Alors, je tiens à dire que cette tête d'animal est très étrange. Voilà. Je sais pas dans quel monde on est censé être, là, mais... Ok. J'aimerais vraiment qu'on trouve une clé. Ce serait de bon ton. Mais là, si je fais ça, on redescend. Ce n'est pas vraiment mon souhait. Et là, j'accède à rien, là. Bon, bah, on va essayer... Ah, je peux encore avancer, là?
Il y a un téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qu'on appelle truc de presse. Les documents. J'ai que ça au final en documents. Vous croyez qu'on essaye d'appeler le... ça? C'est 03 46 52 81 79. Sinon, on a quoi? Là, il n'y a rien. Là. L'œuf de Valenbois. Dans son dernier souffle, le professeur Valenbois m'a supplié, presque délirant, de ramener pour lui un œuf en Amerzone, un œuf d'oiseau blanc qui, après toutes ces années, serait encore en vie. Je sais que je devrais appeler les secours et les attendre bien sagement, et pourtant, le ton fiévreux de Valenbois, l'intensité avec laquelle il m'a supplié d'entreprendre ce voyage à sa place, explorer le phare comme il me l'a suggéré, ne m'engage à rien si... Ok. C'est pour ça qu'il n'a pas appelé les secours. Demande de visa. Donc, en dépit de ses liens anciens avec l'autocrate d'Amerzone, Antonio Alvarez, le professeur Valenbois s'est récemment vu refuser une demande de visa pour ce pays. La raison invoquée, son retour pourrait donner crédit à une mythologie des oiseaux blancs jugée incompatible avec le progrès et la modernité. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Les disquettes. Pour repartir en Amerzone, Valenbois semble avoir érigé en priorité le fait de graver toute une série d'étranges disquettes. J'aimerais comprendre pourquoi. Et là, pour entreprendre son nouveau voyage en Amerzone, Valenbois avait repris contact avec de vieilles connaissances liées à sa première expédition. Il leur a apparemment envoyé des disquettes de secours indispensables au bon déroulé de ce nouveau périple. Ouais, ça me rappelle vraiment quelque chose, les disquettes. Les oies écarlates. Le professeur Valenbois a établi ses quartiers dans un vieux phare des côtes bretonnes de Langrevin, un choix de résidence qui ne doit rien au hasard dans la mesure où le phare se trouve en pleine zone de reproduction d'un volatile qui a toujours suscité un vif intérêt chez Valenbois, l'oie écarlate de Langrevin, aussi appelée oie d'Amerzone. Un animal qui migre chaque année jusqu'au pays éponyme, ce lieu qui a fasciné et hanté Valenbois toute sa vie durant. Ok... D'après ce document, le professeur Valenbois animait encore récemment des interventions pédagogiques dédiées à l'oie d'Amerzone auprès d'une école locale. Alors, le dictateur d'Amerzone, Antonio Alvarez, s'est toujours présenté en champion du progrès avec l'ambition de faire rayonner son pays à l'international. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-il hermétiquement fermé ses frontières? Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle opacité, surtout lorsqu'elle entre aussi franchement en contradiction avec les grandes promesses de l'autocrate Alvarez? J'ai trouvé dans les affaires de Valenbois une lettre officielle qui stipule qu'il s'est récemment vu refuser un visa pour l'Amerzone. Ok. Mes lectures m'ont appris que les militaires d'Amerzone se rendent de plus en plus régulièrement sur l'île des Échoués, au large de leur côte. Ils sont particulièrement sur les dents, craignant qu'un étranger ne fasse étape ici avant d'entrer clandestinement en Amerzone. Donc ouais, ils sont au taquet. Hein. Alors... En explorant le phare, j'ai découvert que le vieux professeur a bien connu Antonio Alvarez, le despote qui règne d'une main de fer sur l'Amerzone depuis des décennies. Une amitié pour le moins atypique dont j'aimerais comprendre les tenants et aboutissants. Moi, ça m'a donné l'impression qu'il l'a connu avant qu'il devienne dictateur. Mais je suis pas sûre du coup. Bon, la demande de visa refusée. Donc ça revient... Ok. D'après une photo annotée que j'ai retrouvée dans le phare, Valenbois semblait encore aujourd'hui mortifié de constater quel dictateur sanguinaire est devenu son vieil ami Antonio Alvarez. Donc voilà, je pense qu'ils se sont connus avant que Antonio Alvarez il devienne ce qu'il est. Égale une sale personne apparemment. Bon.
Ça, c'est les enquêtes locales. Donc ça veut dire que c'est vraiment... Après, région, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Alors, attendez, tentons. C'est 03 46 3 46 52 81 et 79. Ça donne rien. Si. d'histoire naturelle, bureau du conservateur, Édouard Mulot à l'appareil. Quoi? Malembois? C'est encore vous, j'en jurerai. Je vous l'ai déjà dit, c'est inutile d'appeler. Votre projet d'expédition en Aberzone ne nous intéresse pas, vous m'entendez? Nous n'avons ni le goût ni les moyens de cautionner vos fumisteries aventureuses. Alors je vous prierai d'arrêter de nous importuner. Mes prédécesseurs ont appris à leurs dépens ce qu'il en coûte de vous faire confiance. Et moi, on ne m'y prendra pas, sachez-le. Je suis un scientifique sérieux, moi, monsieur. Et je ne vous salue pas. Ok. Alors, j'ai pas d'autres numéros. Mais j'ai envie d'aller voir... Donc là, on a appelé le muséum. Qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Allô? Je veux juste voir... Si je retourne à la carte, en fait, je me rappelle plus si on avait des numéros. Alors... Là, il n'y a pas... Ça. Merde, pardon, mince. Tac, tac, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Ok. Je recheck au cas où. Désolée, hein, je prends vraiment le temps. Là, il l'a pas rempli. À part la lettre du muséum, on est d'accord que de toute façon, on n'a pas d'autres numéros à appeler pour l'instant. Bon. Ce que j'aimerais, ce serait aller là-haut. Ah, d'accord. Bon. Oh oui, je me rappelle de ce carnet là. Mon cher ami, je suis un vieil homme au soir de sa vie. Je dois maintenant l'admettre, je n'aurai pas la force de repartir en Amerzone. Le seul espoir qu'il me reste est de vous convaincre de partir à ma place afin de réparer le mal que j'ai pu faire à ce pays voilà plus de 50 ans. C'est en 1929, à l'université où j'achevais des études de sciences naturelles, que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'Amerzone. Je m'étais lié d'amitié avec un étudiant en droit originaire de ce pays. Il s'appelait Antonio Alvarez, et c'est cet homme qui, des années plus tard, deviendra le dirigeant despotique que l'on connaît aujourd'hui. Il se proposa de m'accompagner afin de me servir de guide et d'interprète jusqu'aux confins de la civilisation de son pays. Un deuxième compagnon devait se joindre à moi, le révérend père David Makowski, qui brûlait de partir servir en tant que missionnaire parmi les habitants de ces contrées lointaines oubliées du Créateur. Nous partîmes donc un matin de juin 1932 à bord de l'Hydraflo, un engin révolutionnaire de mon invention. Hélas, ce premier prototype souffrait de quelques imperfections. Des ennuis mécaniques nous forcèrent à nous arrêter en chemin sur l'île des Échoués. Des cachalots en grand nombre y avaient élu domicile, et je crains que nous en ayons heurté un. Et ce n'est que par miracle que nous parvinrent à rejoindre les rivages de l'Amerzone.
À cet instant, mon ami, je réalise que je n'en suis qu'aux prémices de ce tragique récit. Si toutefois vous désirez connaître la suite de mon histoire, elle vous attendra au sous-sol. Votre prochaine destination, si vous deviez décider de me remplacer pour ce nouveau voyage. Il y a la clé. Je l'ai vue. Vous avez découvert le carnet de voyage du professeur Valenbois, les mémoires de sa première expédition en Amazone. Il constitue une inépuisable mine d'informations sur ce pays mystérieux dont il n'est pas exclu que certaines puissent vous être utiles. On peut consulter le carnet avec la touche V. D'accord. Oh. Ah ouais. Il y a plein de trucs. Wadamerzone. Wadamerzone doit son nom au fait que sa migration annuelle l'entraîne vers le delta du fleuve où elle établit ses quartiers d'hiver. Le moyen le plus simple d'atteindre les rivages de la Merzone serait donc de suivre le même cap que ces oiseaux, s'il ne fallait tenir également compte des impératifs de ravitaillement en carburant. David et Antonio regardent les oies s'envoler vers la Merzone. Là c'est 1932, enfin nous partons, nous suivons un petit groupe d'oies, l'hydraflo se comporte à merveille, je suis très fière de mon invention et j'attends avec impatience de mettre à l'épreuve ses multiples possibilités. Démarreur. Ah oui, et là moi je pense que tout ça c'est important. Hein. Klaxon, enfin ça explique, là c'est le tableau de bord. Alors, l'île des échoués, des cachalots en grand nombre y ont élu domicile. Je crains que nous en ayons heurté un en approchant de la passe qui commande l'accès à l'atoll. Alors, je ne sais pas ce qu'est un atoll, mais bon, voilà. Alors, cet atoll porte bien son nom, il semble être le lieu de rendez-vous de tous ceux qui arpentent et explorent la planète. Hélas pour beaucoup, c'est là que, faute de moyens de transport, s'arrête l'aventure. C'est une étape obligée, nous avons besoin d'essence pour l'hydraflo. Ouais. Atoll. Je sais pas, c'est un truc maritime. 25-10. Le cachalot que nous avons heurté a causé de sérieuses avaries à notre hydraflo. Je crains que, si la Providence ne nous vient pas en aide, notre aventure s'arrête ici sur cette île maudite. 1er novembre, j'ai perdu tout espoir de réparer l'hydraflo. Ok. 10 novembre, notre morale est au plus bas. Nous sommes bel et bien prisonniers de cet atoll funeste. Nous passons notre temps à écouter les récits des voyageurs de passage, puis nous les regardons partir le cœur serré. 24 novembre, Dieu soit loué, un baleinier péruvien accepte de nous amener en Amazone. Ok, donc en fait, ils ont laissé l'hydraflo là-bas. À perte de vue, le delta de la Merzone, 25 décembre 1932. Nous débarquons sur les rives de la Merzone. Ils ont mis du temps, hein. 2 mois, au moins. Puebla. Le village est bâti sur un ancien fort qui servait jadis de comptoir aux conquistadors. L'unique voie de communication est une antique ligne de chemin de fer. D'accord. Ce village est un lieu de marché florissant pour toute la population de la région. Faune et flore d'Amazone, vautour d'Amazone, Puebla, décembre 1932. Waouh. Des insectes. Ah, c'est un cafard. Caphardus horribilis. Porte bien son nom. Très commun dans tout le village de Puebla, les indigènes en raffolent. Ils lui attribuent des vertus apaisantes, ils les mangent, c'est ça? Après, bon, après, ils ont des couleurs variées. Je ne reste pas sur cette page. Le 1er janvier, cette nuit, un homme m'a parlé d'étranges oiseaux blancs. Il accepte de me servir de guide pour remonter le fleuve. C'est un métis qui habite dans la jungle à 10 jours de pirogue de Puebla, une misérable cabane au bord du fleuve. Ah, mais...
C'est le pêcheur là. Adieu à Makovsky et Alvarez. D'accord. La chauve-souris colibri. Ah ouais. Ah ça me dit quelque chose aussi. Elle a l'air trop mignonne. Ça se trouve, elle est pas sympa. Toucan alligator. Moins sympa, tout de suite. Oui, voilà. Luis Angel, mon guide. Écoutez, j'ai un trou. Je sais plus si c'est lui le pêcheur. Les alentours de la modeste habitation de mon guide sont d'un point de vue zoologique d'une grande richesse. Je suis pas sûre, je me demande si c'est pas encore une autre personne, lui. Je sais plus. Ça y est, moi là... Le ventousier. Oh mon Dieu. Il est incroyable. Il mange des frelons. Ou des guêpes. Ça me va. Très bien. Le porcopotamus. Ah mais voilà. Il a rapporté une tête de ça, là. Le buffle tricorne, animal ombrageux et apparemment stupide. Pas sympa. Rhinopotamus, cet animal semble inféodé aux méandres de l'Amazone, comme le porcopotamus, avec lequel il ne faut pas le confondre, il est chassé par les indigènes. L'Amazone est constituée de nombreux bras morts, de petits affluents et de dérivations. Le courant est très violent et seule l'expérience de mon guide nous permet de progresser sans encombre. Le pêchosaure. Étrange lézard piscivore, les mœurs sont en tout point remarquables. Il est affublé d'un long appendice nasal terminé par une sorte de griffe. Après y avoir accroché une larve d'insecte, il s'en sert pour pêcher les poissons. C'est pas ceux-là qui sont pas sympas ? Nous avons établi, donc là on est en février, nous avons établi notre campement dans une des nombreuses criques qui jalonnent le fleuve. Mon guide m'a abandonné pendant la nuit. Voilà. Oui, donc lui, c'est un personnage à part, il y a sa cabane, il l'a abandonné dans la jungle. J'atteins les chutes de l'Amazone. Donc là, il est tout seul. J'aperçois au loin un village indigène. J'hésite à établir le contact avec ces Indiens, je pense que c'est leur présence toute proche qui a fait fuir mon guide. Depuis le milieu de la nuit, je suis tourmentée par une fièvre violente. Je n'ai pas la force de me lever. Mes sens s'altèrent de plus en plus. Donc, nous sommes en mars. L'évolution favorable de ma maladie m'autorise enfin à reprendre le cours de ce carnet. J'ai été recueillie par les habitants d'un étrange village apparemment voué à un culte dont la nature m'échappe encore. Ce sont des Indiens pacifiques qui se nourrissent de chasse, de cueillettes et de miel dont ils raffolent. 6 avril, Yekoumani. Donc je crois que c'est la fameuse femme peut-être. 15 avril, je dois avouer que je suis assez fière d'avoir apporté à ces Indiens quelques rudiments de civilisation. Oh, c'est vraiment un truc de colon, quoi. Je leur ai fait comprendre que les chutes d'eau sont une formidable source d'énergie et que les lois de la mécanique et de la physique peuvent améliorer grandement leur existence. On sent que ça part pas d'une mauvaise intention, mais... Avec leur aide, j'ai donc mis au point différentes machineries destinées à les libérer de leur servitude quotidienne. Franchement, quand on voit ce qu'on a créé comme type de société, je suis pas convaincue. Hein. Enfin, pas partout en tout cas. Il y a des défauts qui sont certains. Avril toujours, donc je dois avouer... Ah mais c'est bon, je lis la même chose du coup. Ensuite, village indien, tribu des Ovo-Volaos. Je pense que là il y a un délire avec l'œuf. Mécanisme à contrepoids de l'ascenseur des chutes. Oui bah donc c'est eux qui ont fait ça, non ? Remplissage du bac. Bon, il explique comment ça marche. Commande de roue. Vers les marais. D'accord. Alors, 1er juin. Ce matin, j'ai assisté à une étrange cérémonie qui m'a conforté dans l'idée que les légendaires oiseaux blancs existent bel et bien. L'œuf, ramené de la montagne par un jeune indien et sur lequel le sorcier a opéré une étrange manipulation, est gigantesque et à ma connaissance n'appartient à aucune espèce animale connue. Donc c'est un œuf d'oiseau blanc. Zoula.
Au dire de mes amis indiens, il s'agit bien d'un œuf d'oiseau blanc. Il semblerait que leur prêtre effectue sur l'embryon de l'œuf une sorte de thérapie afin de guérir celui-ci d'une grave altération physiologique due aux vapeurs délétères dégagées par les volcans auxquels ces oiseaux sont inféodés. Sans cette intervention humaine, ces volatiles mythiques n'existeraient plus depuis bien longtemps. D'accord. Après, je sais pas quoi en penser. Donc là, c'est plein de plantes. Hein. J'aime tellement ce genre de carnet. Si j'en crois les peintures primitives que j'ai pu observer dans le village, pour un jeune indien ovo-volaos, l'accession au monde des adultes est conditionnée par un terrible rituel initiatique. L'adolescent doit partir seul vers les volcans d'Amerzone, prendre un œuf d'oiseau blanc et le ramener au village. D'accord. Une fois que le prêtre a effectué la cérémonie sacrée, le jeune homme doit ramener cet œuf dans son lieu d'origine afin qu'il éclose dans de bonnes conditions. Et oui, et donc lui, il a volé en fait un œuf. Typique colon, hein. Alors, à l'aube, j'ai pris congé de mes hôtes. Grâce au système ascensionnel que j'ai mis en place, j'ai pu monter mon embarcation au-dessus des chutes et ensuite, par un mécanisme complémentaire, vaincre le courant torrentiel et ainsi parvenir à l'endroit où le fleuve s'assagit et se perd dans le marais. Donc après, lui, c'est peut-être lui qui a mis en place là tout ce qui est mécanique, etc. C'est l'ingénierie, quoi. Oh. Les Indiens confèrent au marais un caractère sacré. C'est le lieu de sépulture de leurs ancêtres. C'est aussi le passage obligé pour accéder au volcan. C'est un endroit dangereux dont la traversée est une terrible épreuve. La girafe palmée est depuis toujours domestiquée par les Indiens. Ils s'en servent comme monture pour évoluer dans les marais. Les individus demeurés à l'état sauvage sont très craintifs. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un oiseau blanc dégénéré. Il est noir. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Il a l'air trop mignon. Temple d'envol. Alors c'est quoi ? Contrairement à ses nobles cousins, l'oiseau noir s'aventure assez loin du volcan. Mais pourquoi il l'appelle dégénéré ? Chaîne des volcans. Oh là là, je l'aime trop. Alors, après des mois d'aventure, me voici enfin au bout du voyage. Je n'ai aperçu pour l'instant que ces misérables... Ça se fait pas ? Que ces misérables petits oiseaux noirs, et j'ai pu observer qu'ils sortent d'œufs en tout point identiques à celui que j'ai observé chez les ovo-volaos. Ces volatiles sont très prolifiques, j'ai compté jusqu'à 10 oiseaux sortis d'un même œuf. Par contre, leur existence est précaire. Ils volent mal et ont en toute chose un comportement marqué par une dégénérescence manifeste. Ah ! Tout ceci tendrait à valider les compétences des prêtres ovo-volaos en matière de chirurgie embryonnaire. Oui, donc c'est pas juste mystique alors cette histoire. Comment ils font ? Ils font vraiment des interventions sur les œufs pour éviter justement cette dégénérescence des oiseaux blancs. Oh, cette beauté. Oh, ce matin je les ai vus, ils étaient là devant moi. Ils ont plané longuement dans le cratère, puis, imperceptiblement, avec la chaleur du four, ils sont montés pour n'être plus vers midi qu'un point à peine visible dans le ciel. Oh, ok. Eh bah, que de lecture. Je vous promets pas de tout retenir. Hein. Nous avons donc une petite clé. Et c'est tout. Ok, enfin ceci dit, c'est déjà bien. J'ai trop peur de louper des trucs, mais je me dis, il y a quand même des chances pour que je loupe des choses. Ouais, d'accord. Alors, là, il y a les oiseaux. Je sais plus par rapport à la carte où c'est. C'est ça sinon ? Je ne sais que penser. Ça me donne l'impression que c'est là.
fait, je sais pas si on doit faire un truc en particulier. Ah. Ok. Peut-être faut faire les oiseaux aussi. La carte. Ah, j'ai d'autres lettres. J'ai des numéros de téléphone. Muséum d'histoire naturelle. Non, bah ça... Oui, en fait, j'ai ça. Lettre à manutention. Ouais, non, d'accord. Et attendez, la carte. Alors, on fait les oiseaux, ce truc, et les animaux là. Et c'est là. Donc, on va essayer de cliquer de manière cohérente. On a les oiseaux, on a ça, et après c'est là. Oui, parce qu'à mon avis, il faut le faire dans l'ordre. J'ai raté. Voilà, c'est dit. Alors, les oiseaux en premier. Oh. Passeport de Val-en-Bois. Ok. Diverses notes qui semblent être autant de pense-bêtes griffonnées par Val-en-Bois. Une mention se détache des autres. Mot de passe égale date de naissance. Ah bah oui. Oui, donc on va la voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin d'élève. Ah mais oui, c'est celle qui aimait trop le professeur. C'est trop mignon. Merci monsieur Alexandre. Safia, classe de CE2, école Tourville. C'est très chou. C'est tout du coup. Pense bête. Vorarlberg. J'ai rien de plus à faire. Je crois que non. Bon. Refermons donc ceci. Et donc, la date de naissance. On va pas tarder à s'arrêter. Hein. Je voudrais pas faire des vidéos de plus d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Ah d'accord, fallait cliquer en plus. Val-en-Bois a renouvelé son passeport très récemment. En vue de retourner, bah oui, on imagine, ouais. Né le 28 juin 1904. Ok, j'ai trouvé toutes les infos qu'il fallait. Dakodak. Mot de passe. Je sais pas du tout si on peut l'écrire au niveau du téléphone, si ça fait quelque chose. Diapositive. Les silhouettes de 3 hommes, Val-en-Bois et ses camarades de l'époque. Des notes de Val-en-Bois. Difficile de les décrypter sans un projecteur adapté. Annoté de 2/6. Eh ben...
Ouais. Une noix d'Amerzone. Le guide éternel vers les grands oiseaux blancs. Octobre 1932. Antonio Alvarez, David Malkowski et moi-même, Alexandre Valenbois, avant le départ pour l'Amerzone. De toute façon, c'est tout, hein. Il y en a 2. Je suis censée faire un autre truc, je crois pas. Parce que de toute façon, là, si je vais vers le bas, il n'y aura rien, hein. Voilà. Mais ça veut dire que je peux peut-être en trouver d'autres. Ouais, là, je peux aller tout là-haut. Question, est-ce que j'essaye le... Non, mais je suis pas sûre qu'un mot de passe... Je suis quand même pas très sûre de cette histoire. Alors là, je peux monter comme ça, mais je peux monter là aussi. Eh B. C'est un vrai cabinet de curiosité. C'est le fameux Cafardus. Le spécimen semble doté d'une sorte de glande à venin. Ah ouais, d'accord, en plus ils sont vraiment ultra pas sympas, quoi. Porte bien son nom, oui. Effectivement. Rien de plus actuellement. La page ouverte concerne l'oiseau Oko d'Amerzone. Un spécimen femelle est représenté sur la page de gauche et un mâle sur celle de droite. Ça, je vois pas très bien ce qu'on peut en faire, hein. Rien de plus, j'ai l'impression. Et si on check... Donc, ok, j'ai la petite clé. Ah, je suis censée regarder un truc. Attendez. Sous-sol. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je regarde. L'étiquette indique sous-sol, oui. Donc, c'est la fameuse clé qu'on cherche. Ça, d'accord. Les quêtes annexes, là. Une seconde vie de reclus, donc... J'ai eu le dessin d'élève. Ouais. Ça, j'ai eu la diapositive. Et voilà. Voilà où on en est. Ça. Pense bête de Valenbois. Bon. On va aller tout là-haut. Avant d'arrêter, je pense qu'on va aller tout là-haut et peut-être le sous-sol, on va voir. Je sais pas. Ou alors on arrêtera avant. Alors, des vues de l'hydraflo, un appareil sur lequel Valenbois semble avoir beaucoup planché. Ok. Rien de particulier par ici. Beaucoup de papier par terre. Oula. Bien. Rien à dire là-dessus. Ah. Président, guide, inspirateur, dictateur, bien des épithètes sciées au maître de l'Amerzone, Antonio Alvarez.
Arrivé au pouvoir dans les années 30, à la faveur du coup d'État éclair qu'il mena contre l'oligarchie en place, le guide suprême d'Amerzone dirige depuis d'une main de fer ce petit pays, encore largement méconnu de la scène internationale. Antonio Alvarez grandit dans une famille pauvre, les descendants des premiers colons européens d'Amerzone, inféodés à l'oligarchie de propriétaires terriens qui régnait alors sans partage sur le pays. Un état de servage moderne, caractérisé par des modes de production agricole d'un autre temps et une impossibilité d'accéder à la propriété privée ou de s'élever socialement, fût-ce par son propre mérite. Cette situation crée un sentiment de frustration terrible chez le jeune Alvarez, tout comme les conflits territoriaux entre ce prolétariat agricole dont il est issu et la tribu autochtone Ovo-Volaos, pourtant elle aussi persécutée par le pouvoir oligarchique en place. Une concurrence des misères qui très tôt donne à Alvarez la certitude que la force d'un peuple réside dans son homogénéité plutôt que sa diversité. J'ai des doutes. Le destin d'Alvarez bascule lorsque les brillants résultats d'une scolarité pourtant menée en pointillé, en marge des lourds horaires imposés par le travail au champ, attirent l'attention d'un tuteur ecclésiastique proche des oligarques. Ce dernier parvient en 1929 à obtenir une bourse pour envoyer le jeune Alvarez étudier le droit au sein d'une université prestigieuse, la Sorbonne en France. L'étudiant, devenu très pieux, y découvre alors un mode de vie et, selon lui, une modernité qui contribue à forger son idéologie, celle d'un dictateur qui s'ignore encore et pour qui seul le libéralisme économique et la force de l'État-nation, sous les trois patronages moraux de l'Église, peuvent prévaloir en ce monde. C'est en 1933 qu'Antonio Alvarez revient en Amerzone, dans des circonstances troubles. Tout juste sait-on qu'il a commencé à faire parler de lui dans la région du comptoir commercial de Puebla. Alvarez y déclenche une révolte. Il parvient à retourner les hommes de troupe et les forces de l'ordre contre leur propre gouvernement, qu'il renverse en un éclair en 1934 avec le soutien formel de l'Église. Antonio Alvarez accède alors au pouvoir. C'est la fin de l'oligarchie et la naissance de l'un des derniers régimes totalitaires encore en activité aujourd'hui. Depuis, comme le veut hélas la tradition avec ce type de régime, l'opacité est de mise concernant la situation réelle de l'Amerzone. Il est difficile de s'extraire de la propagande diffusée avec gourmandise par le pouvoir. Tout juste peut-on se fier aux récits alarmants des rares exilés qui osent prendre la parole et qui semblent tous mettre en évidence une corruption endémique, une pauvreté généralisée et un appareil d'État violent et répressif qui vise spécifiquement les populations autochtones. Des exactions que l'on peut déjà dater au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Alvarez a écrasé dans le sang la résistance armée des tribus autochtones d'Amerzone. Une répression dont il se murmure même qu'elle aurait joui de la complicité de certains services de renseignement occidentaux, comme remerciement à Alvarez d'avoir choisi leur camp pendant le conflit mondial. Depuis, et malgré l'évident culte de la personnalité qu'il a mis en place, des rumeurs attestent d'un déclin de la santé du dictateur Antonio Alvarez. On le dit paranoïaque, craignant particulièrement des menaces de l'étranger. Les frontières du pays ont donc été hermétiquement scellées, voilà quelques années, et depuis lors, presque aucune nouvelle officielle n'a filtré d'Amerzone. Ok. Eh bien, pauvre Amerzone, pauvres habitants. Mais intéressant, du coup. Nouvelle enquête. Eh ben, dis donc, on en a des enquêtes. Alors, il y a une cassette. Antonio A. 96, un enregistrement récent du dictateur d'Amerzone. Ok, on va le mettre à la télé. Alors, marche. Oui. Amerzone est une nation puissante. Et les citoyens d'Amerzone en sont le symbole. En tant que père du peuple d'Amerzone, je suis libre. Cette nation parmi nous. Longue vie à l'Amerzone. Longue vie au progrès. Le progrès qui nous libérera, qui nous émancipera des balivernes romantiques et sauvages. Le progrès qui enfoncera les portes qui nous séparent du monde moderne, afin que nous, le peuple d'Amerzone, puissions y revendiquer notre place légitime.
super en tout cas. Grosse ambiance. Et là, d'accord, on est au max en fait. On ne peut pas monter plus haut. Ah si. Ah, on est peut-être déjà tout en haut. B. On pourrait aller là, on pourrait aller là. Est-ce que là, je... Ah, ça c'est quoi? Bah ça fait rien. Voilà, écoutez, on est ravis. Ah si, on peut encore monter. Hein. Je regarde, je regarde. On va faire le tour, déjà. D'accord. Et là, on revient ici. Donc, allons ici. Et là. Ça donne un petit vertige. Alors... Waouh. Oh, il y a plein de trucs là. Manuel trigonométrie. Valenbois a dû faire des calculs savants grâce à ce bouquin. Quand on n'y connaît rien. Ah. Oh oui, une diapositive. Une foule, bras levés. Elle semble porter un objet, c'est un œuf, dont la nature exacte est difficile à déterminer sans utiliser un projecteur adéquat. Ouais. À noter 4 sur 6. Il faut bien fouiller hein, les objets. Aujourd'hui comme hier, la solution était à portée de regard à 6 degrés près. Ce qui semble jadis avoir été un formulaire de l'école Tourville de Langrevin à destination de ses intervenants pédagogiques. Bon, il n'a pas répondu positivement du coup. Attendez, parce que là, il y a ce truc. Il y a ce truc et je crois que c'est tout. Hein. Ça. Qu'est-ce que... Oh là! Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, là faut régler des degrés. Oh là là, il y a ça aussi. Ah d'accord. D'accord, et ça va dans le sens 3. 3 chiffres. 3 chiffres. Pour le moment, je ne sais pas. Ça, je peux rien faire. Hein. Ça, c'est quoi? Non, je m'en vais. Je pense, donc, il faut régler correctement ça. Pour ensuite tourner le machin. Mais là, est-ce que moi, j'ai des éléments suffisants?
Alors, on a eu des nouvelles choses. Le formulaire brûlé, donc ça c'est il l'a jamais rempli pour l'école. Le despote qui s'accroche au pouvoir. Ouais, son ancien ami continue malgré son âge canonique de diriger la Merzone d'une main de fer, professant inlassablement son obsession pour le progrès au milieu de ce champ de ruines que semble être devenu le pays sous son règne. C'est trop triste. La résistance en Amerzone. D'après ce document, le dictateur d'Amerzone, Antonio Alvarez, a écrasé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale la résistance armée qui s'était agrégée contre lui et qui était menée par les tribus autochtones locales. Dac. Donc là, j'ai ça. Ouais. Oui, là, j'ai celle-là. On peut aller la regarder. Écoutez. On est allé tout en haut du phare. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois. Et à mon avis, le prochain épisode, je pense qu'on va partir en Amerzone. J'espère. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt.